Dans cette vidéo, nous allons parcourir la vie de l'un des plus fascinants stratèges de l'Antiquité, Hannibal Barca. Nous partirons de son enfance au cœur d'une famille marquée par la guerre contre Rome, puis suivrons son ascension fulgurante dans l'armée carthaginoise, son serment célèbre, sa préparation méticuleuse, la traversée des Alpes, ses batailles prodigieuses et son génie tactique qui a bouleversé l'équilibre du monde méditerranéen. Nous verrons aussi comment, malgré ses victoires éclatantes, la politique, l'usure et la géopolitique ont fini par façonner son destin. Enfin, nous examinerons la postérité immense qu'il laisse entre admiration et crainte, et comment son nom continue d'incarner l'audace militaire. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et commençons cette histoire incroyable. Hannibal naît dans un monde en reconstruction, au cœur d'une Carthage humiliée, mais pas brisée par la première guerre punique. Sa famille, les Barcides, porte encore les cicatrices de la défaite face à Rome, et l'air même de la maison semble imprégné d'une volonté de revanche. Son père, Hamilcar Barca, figure charismatique autant que redoutée, n'a pas accepté la perte de la Sicile ni l'humiliation du tribut imposé par les vainqueurs. Il transmet à ses enfants, presque malgré lui, une conscience aiguë de la fragilité de leur cité et de la nécessité de préparer l'avenir. Hannibal grandit donc dans un climat où la politique, la guerre et la mémoire des affronts se mêlent constamment, façonnant peu à peu son regard sur le monde. Il n'a que quelques années lorsque les tensions entre Carthage et ses propres mercenaires plongent la région dans la violente guerre des mercenaires. Les cris des révoltés et les récits des atrocités commises rôdent dans l'air. Bien que jeune, Hannibal saisit que la force d'un État repose autant sur sa loyauté intérieure que sur sa puissance militaire. Hamilcar, engagé dans la répression, devient pour lui le symbole d'un chef capable d'affronter simultanément le chaos interne et l'ennemi extérieur. Ainsi, le garçon observe de près le comportement de son père, ses décisions rapides, mais aussi ses silences lorsqu'il évalue les risques. Dans l'atmosphère intense de ces années, la personnalité d'Hannibal commence à se dessiner. Une curiosité vive, un sens aigu de l'observation et une ambition naturelle pour les choses de la guerre. Lorsque la paix revient, enfin, Hamilcar se voit confier la mission d'étendre l'influence carthaginoise en Ibérie, territoire encore peu contrôlé et riche en ressources. Avant de partir, il décide d'emmener Hannibal avec lui, malgré les réticences du conseil carthaginois. Selon la tradition rapportée plus tard par les historiens, c'est à ce moment qu'aurait eu lieu le célèbre serment. Hamilcar, méfiant envers Rome et certain que la prochaine confrontation serait inévitable, demande à son fils d'approcher un autel et de promettre de ne jamais être l'ami de la République. Hannibal, encore jeune mais déjà conscient de la portée symbolique de ce geste, aurait accepté sans hésitation. Cette scène, qu'elle soit strictement authentique ou amplifiée par la propagande romaine, révèle la profondeur des tensions du temps et la manière dont Hannibal fut poussé très tôt vers un destin hostile à Rome. Ce départ pour l'Hispanie ouvre pour lui un monde nouveau. Le voyage, long et éprouvant, devient une première leçon de résistance. En observant les paysages changeants, les tribus diverses et les coutumes étrangères, Hannibal s'éduque à la diversité des peuples, une connaissance qui, plus tard, deviendra l'un de ses plus grands atouts. Son père et les officiers lui apprennent non seulement l'art du combat mais aussi la diplomatie, l'importance de gagner la confiance des troupes et celle des alliances locales. Dans les camps, il écoute les vétérans raconter les campagnes passées, assimile les méthodes de commandement et comprend que la guerre ne repose pas uniquement sur la force brute, mais sur la capacité à prévoir, à s'adapter et à maintenir la cohésion. En Ibérie, Hamilcar dirige une série de campagnes brillantes qui consolident le pouvoir carthaginois. Hannibal, encore adolescent, accompagne l'armée dans ses déplacements, observe les stratégies, mémorise les réactions des ennemis et retient les erreurs commises par les officiers trop confiants. Il développe une affinité particulière pour les soldats simples, partage leurs repas, écoute leurs histoires et apprend leur langue. Cette proximité, rare pour un jeune noble, forge un lien durable entre lui et ceux qui, plus tard, accepteront de le suivre dans des entreprises périlleuses. On le voit également s'entraîner avec acharnement, qu'il s'agisse de monter à cheval, d'utiliser diverses armes ou de s'orienter sur des terrains difficiles. Sa volonté de se hisser au niveau des meilleurs guerriers est déjà évidente. Le contexte politique du moment joue un rôle essentiel dans sa formation. Carthage, affaibli par la défaite, se débat pour maintenir son influence commerciale, tandis que Rome, victorieuse,
renforce peu à peu son emprise sur la Méditerranée occidentale. Hannibal grandit donc avec la conscience que le monde est dominé par la rivalité entre deux puissances destinées à s'affronter de nouveau. Les discours de son père, les réunions des commandants, les messages en provenance de Carthage et les rapports sur l'activité romaine nourrissent son imagination stratégique. Il comprend très tôt que la politique et la guerre sont indissociables, que chaque décision militaire a une résonance diplomatique et que l'avenir de Carthage dépendra de la capacité de ses chefs à anticiper et à frapper au bon moment. À la mort soudaine d'Hamilcar, Hannibal est profondément marqué. Au-delà de la perte d'un père qu'il admirait, il ressent la responsabilité d'honorer ce qu'il considère comme une mission familiale. La figure d'Hamilcar devient pour lui un modèle à imiter, une sorte de guide invisible qui lui rappelle la nécessité de ne pas laisser la domination romaine s'étendre sans résistance. Le jeune homme, désormais sous la tutelle de Hasdrubal le Beau, poursuit son apprentissage. Hasdrubal complète sa formation en lui enseignant l'art de la diplomatie, la gestion des cités conquises et l'importance d'un commandement juste. Hannibal élargit ainsi son horizon intellectuel, apprend à négocier, à comprendre les motivations humaines et à manipuler les rapports de force. Tout au long de ces années, son hostilité envers Rome se construit lentement, non pas sur un sentiment irrationnel, mais sur une analyse claire des ambitions romaines. Il observe leurs méthodes, leurs alliances, leur manière d'intégrer progressivement les peuples conquis. Il perçoit leur efficacité, mais aussi leur avidité territoriale. À mesure qu'il grandit, il pressent que la paix n'est qu'un répit précaire. De ce mélange d'éducation, d'expérience et d'instinct, naît un futur chef capable de défier l'ordre établi. Hannibal, sans le savoir encore, se prépare à devenir l'un des plus grands stratèges de l'histoire. Lorsque Hasdrubal le Beau prend les rênes du pouvoir en Ibérie, après la mort d'Hamilcar, Hannibal n'est plus un simple observateur. Il a grandi parmi les soldats, partagé leurs fatigues et leurs dangers, et son désir d'action est devenu trop fort pour être ignoré. Hasdrubal, conscient du potentiel du jeune homme, lui ouvre progressivement les portes de la vie militaire active. Hannibal rejoint donc l'armée carthaginoise non comme un héritier privilégié, mais comme un officier en formation, prêt à faire ses preuves dans un environnement où chaque erreur peut coûter la vie. Dès ses premières missions, il se distingue par son énergie, sa capacité à comprendre rapidement la situation sur le terrain et son aptitude naturelle à inspirer confiance. En Ibérie, les campagnes exigent une connaissance fine du territoire et des peuples qui l'habitent. Les tribus locales, souvent farouches et jalouses de leur indépendance, peuvent tour à tour devenir alliés ou ennemis. Hannibal s'adapte à cette réalité complexe. Il apprend à lire les comportements, à reconnaître les chefs influents, à mesurer les tensions internes et à anticiper les retournements d'alliance. Il participe à des expéditions de reconnaissance, s'entraîne avec les contingents ibères et prend goût à cette diversité culturelle qui fait de l'Hispanie un carrefour stratégique. En côtoyant les guerriers locaux, il découvre de nouvelles tactiques, des manières différentes de combattre, et il intègre progressivement ses influences pour enrichir sa vision de la guerre. Très tôt, Hannibal montre une capacité rare à s'attacher les hommes. Il ne cherche pas à s'imposer par la peur, comme le font certains commandants, mais par un mélange de fermeté, de respect et d'exemplarité. Il partage les rations lorsque les ressources se font rares, marche aux côtés des troupes lors des longues traversées et se montre capable de punir les fautes sans humilier. Les soldats sentent que sous l'armure du noble carthaginois se trouve quelqu'un qui comprend leur réalité quotidienne. Cette proximité nourrit une loyauté solide, fondée non sur l'obéissance contrainte, mais sur la confiance. Au fil des années, Hannibal devient pour eux plus qu'un jeune officier, une figure autour de laquelle se cristallise un espoir de victoire et de stabilité. Hasdrubal, de son côté, consolide l'expansion carthaginoise en Ibérie grâce à une politique habile d'alliance et de fondation urbaine. Il fonde Carthagène, future capitale des Barcides dans la région, et renforce le contrôle sur les mines d'argent, essentielles pour financer les ambitions militaires et diplomatiques de Carthage. Hannibal participe à ces efforts en menant de petites unités dans des opérations ponctuelles. Il dirige des escortes, négocie avec des chefs de clan, surveille les routes commerciales. Chaque mission devient pour lui une occasion de tester son jugement, d'apprendre à décider vite et à évaluer les risques avec précision. Son style de commandement se précise. Il préfère les manœuvres audacieuses aux attaques frontales. Il valorise l'initiative individuelle et il sait reconnaître les qualités particulières de ses subordonnés. Les rapports envoyés à Carthage
témoignent souvent de ses succès, et la réputation d'Hannibal commence à s'étendre au-delà des cercles militaires. Certains membres du Conseil punique, pourtant méfiants envers la famille Barca, reconnaissent malgré eux les talents du jeune officier. D'autres s'inquiètent de l'influence grandissante de cette dynastie qui, loin de Carthage, construit une base de pouvoir presque autonome. Mais l'Ibérie est trop importante pour se priver de chefs compétents, et Hannibal devient progressivement un élément indispensable du dispositif carthaginois dans la région. La tension avec Rome, bien que lointaine, continue de croître. Les Romains surveillent avec inquiétude l'expansion des Barcides, craignant que cette puissance nouvelle ne devienne un défi à leur autorité croissante. Hannibal, encore jeune, mais déjà stratège dans l'âme, perçoit nettement cette méfiance. Il comprend que la présence romaine en Méditerranée n'a rien d'une coexistence pacifique. Elle constitue un bloc en pleine ascension, toujours prêt à intervenir. En observant les réactions romaines aux conquêtes carthaginoises, il en tire une leçon essentielle. Frapper en premier peut parfois être la seule manière d'éviter d'être écrasé. À mesure qu'il gagne en expérience, Hannibal obtient des tâches plus importantes. On lui confie la direction d'unités mixtes, composées de soldats carthaginois, africains et ibères. Cette diversité exige une compréhension subtile des mentalités, des habitudes et des forces de chacun. Hannibal s'y adapte avec aisance. Il met en place des entraînements communs pour créer une cohésion nouvelle, encourage les échanges entre les groupes et développe une discipline souple mais efficace. Cette compétence à bâtir une armée multiculturelle deviendra l'un des aspects les plus impressionnants de sa carrière future. La situation bascule lorsque Hasdrubal est assassiné par un chef celtibère. L'armée, choquée, cherche rapidement un successeur. Les soldats, qui ont vu Hannibal grandir, se tournent vers lui presque naturellement et le portent à la tête de l'armée. Leur choix n'est pas seulement affectif. Ils reconnaissent en lui un chef courageux, intelligent et digne de confiance. Carthage, après une brève hésitation, entérine cette décision. Hannibal, à seulement 25 ans, se retrouve à la tête d'une force considérable et d'un territoire immense. La transition se fait sans heurts, preuve de la légitimité qu'il a su construire. Dès son accession au commandement, Hannibal donne le ton. Il reprend les campagnes entamées par Hasdrubal, mais avec une vigueur plus offensive. Il cherche à affermir l'autorité carthaginoise sur les tribus encore récalcitrantes, à sécuriser les routes et à accentuer la pression sur les régions stratégiques. Son énergie impressionne, sa capacité à concevoir des opérations complexes étonne même les vétérans. Hannibal ne se contente pas de préserver l'héritage des Barcides, il l'amplifie. Il comprend que l'Hispanie doit devenir le socle d'une puissance capable de défier Rome, et il travaille chaque jour dans ce sens. Ainsi, au terme de quelques années seulement, Hannibal n'est plus le fils prometteur d'un grand chef, mais un commandant accompli, respecté, craint et admiré. Son ascension fulgurante, forgée sur le champ de bataille et ancrée dans la loyauté des troupes, prépare déjà la confrontation qui transformera la Méditerranée. L'Hispanie est désormais prête à devenir le théâtre où s'esquissera l'audace qui marquera à jamais son nom dans l'histoire. Une fois solidement installé à la tête des troupes carthaginoises en Ibérie, Hannibal entreprend de transformer ce territoire encore fragmenté en une base de pouvoir cohérente et stratégique. Il sait que pour affronter un adversaire aussi organisé que Rome, il ne suffit pas de contrôler militairement les régions conquises. Il faut structurer l'ensemble, intégrer les tribus, stabiliser les frontières et créer un réseau de fidélité capable de résister aux perturbations extérieures. Hannibal se montre aussi habile dans ce domaine qu'il l'est sur le champ de bataille. Il négocie habilement avec certains peuples, offre des avantages à ceux prêts à coopérer et impose une domination ferme, mais généralement juste à ceux qui résistent. Peu à peu, l'Hispanie orientale et méridionale se transforme en une région qui reconnaît l'autorité carthaginoise et soutient ses projets. Carthagène devient le centre nerveux de cette expansion. La cité s'enrichit grâce aux mines d'argent, ses docks fourmillent d'activités et les arsenaux produisent des armes en quantité. Hannibal supervise lui-même certaines infrastructures, veillant à la qualité, à la rapidité et à l'organisation logistique. Il comprend que la guerre, bien avant le premier choc des armées, se prépare dans la maîtrise des ressources et dans la capacité à maintenir l'effort militaire sur la durée. L'ordre, l'approvisionnement et la discipline deviennent les piliers de son système. L'armée, elle aussi, se transforme. Les soldats carthaginois, les Africains, les Ibères,
Les cavaliers numides et les contingents auxiliaires forment une force composite mais remarquablement efficace, soudée par le prestige de son jeune chef. Dans ce climat d'ascension, un point de tension attire particulièrement l'attention d'Hannibal, la ville de Sagonte. Située à la limite de la sphère d'influence romaine, Sagonte s'est scellée d'amitié avec Rome malgré sa position en plein cœur de la zone d'expansion carthaginoise. Pour Hannibal, cette alliance constitue une provocation directe et une menace future. Si les Romains peuvent établir durablement des points d'appui en Ibérie, ils auront la possibilité d'encercler l'armée carthaginoise, de manipuler les tribus locales et, à terme, de détruire l'œuvre patiemment construite par les Barcides. Hannibal considère donc Sagonte comme un enjeu stratégique majeur. La cité représente non seulement un défi militaire, mais aussi un symbole de la rivalité croissante entre les deux puissances. Lorsqu'il décide de s'en prendre à Sagonte, Hannibal sait que ce geste risque de déclencher une guerre ouverte avec Rome, mais il estime que l'affrontement est inévitable et qu'il vaut mieux l'anticiper en choisissant les conditions les plus favorables. La prise de Sagonte devient alors une démonstration de détermination. Le siège se prolonge pendant plusieurs mois, révélant la ténacité de la ville et l'importance accordée à cette confrontation. Hannibal dirige les opérations avec une rigueur implacable. Il alterne les attaques, coupe les voies d'approvisionnement, multiplie les travaux de siège. Finalement, Sagonte tombe, livrant un message clair au monde. Carthage, ou du moins les Barcides, ne reculeront devant aucune pression romaine. À Rome, la nouvelle provoque une onde de choc. Les débats s'enflamment au Sénat, certains plaidant pour une réaction immédiate, d'autres cherchant à comprendre les intentions d'Hannibal. Mais la conclusion s'impose rapidement. Carthage a violé le traité de l'Èbre qui définissait les zones d'influence de chacun, et la République romaine ne peut rester passive. Rome exige la remise d'Hannibal, condition inacceptable pour les Barcides, et perçue comme une insulte par l'armée d'Hispanie. Le conflit devient alors inévitable. La longue tension entre les deux superpuissances méditerranéennes atteint son point de rupture et plonge l'Antiquité dans l'une des guerres les plus déterminantes de son histoire. Pour Hannibal, le défi est immense. Il sait que Rome dispose d'une armée puissante, d'une flotte dominante et de ressources humaines considérables. Pour vaincre une telle force, il faut frapper là où elle s'y attend le moins. C'est dans ce contexte que mûrit l'idée audacieuse qui fera entrer son nom dans la légende. Attaquer Rome par le nord, en traversant les territoires gaulois et les Alpes. Un plan que beaucoup auraient jugé insensé, mais qui correspond parfaitement à la vision stratégique d'Hannibal. Il comprend que, pour affaiblir Rome, il faut la surprendre, la forcer à disperser ses forces, à combattre sur des terrains imprévisibles et à subir des coups psychologiques qui fissureront sa confiance. Avant de se lancer dans cette entreprise extraordinaire, Hannibal doit préparer l'armée à une campagne longue et difficile. Il inspecte minutieusement les effectifs, s'assure de la loyauté des chefs ibères, consolide les garnisons et veille à la sécurité de l'Hispanie pendant son absence. Il laisse une administration stable derrière lui, plaçant des hommes de confiance dans les positions clés. Il sait que son absence pourrait encourager des révoltes et il prend soin d'anticiper ces risques. La logistique devient une obsession. Il accumule vivres, équipements, armes, bêtes de somme et étudie les routes possibles vers les Pyrénées. Hannibal interroge des marchands, des éclaireurs, des nomades et tous ceux qui connaissent les chemins menant au cœur de l'Europe. Il collecte des informations sur les tribus gauloises, sur leurs alliances, leurs conflits internes et leurs habitudes de combat. Dans son esprit, la guerre contre Rome ne sera pas un affrontement traditionnel. Il n'attend pas de renforcer continuellement ses positions, mais plutôt de créer une dynamique instable qui déstabilisera l'adversaire. L'audace et la vitesse deviennent les maîtres mots de sa stratégie. Il prévoit de progresser rapidement, de négocier avec les tribus lorsqu'il le peut, de combattre lorsqu'il le doit, et d'utiliser chaque victoire comme un signal fort pour encourager d'autres peuples à se rallier à lui. Rome, qui s'appuie sur une structure militaire, rigide et régulière, aura du mal à suivre le rythme d'une campagne aussi mobile. La décision finale est prise. Il frappera Rome, en contournant la Méditerranée, en traversant l'Hispanie intérieure, les Pyrénées, les plaines gauloises et enfin les Alpes, sommet de l'audace humaine et militaire. C'est un pari colossal, mais Hannibal y voit la seule manière d'équilibrer les forces. L'armée carthaginoise est prête, les tribus ibères en grande partie pacifiées, et la tension avec Rome a atteint un point où le premier qui agira prendra l'avantage. Pour Hannibal,
Le moment est venu de transformer son ambition stratégique en réalité. Ainsi, à la veille d'un périple que beaucoup auraient jugé impossible, Hannibal contemple l'horizon nordique. Devant lui s'étendent des terres inconnues, des peuples imprévisibles et des montagnes gigantesques. Mais il sait aussi que, de l'autre côté de ces obstacles, se trouve le cœur de son ennemi. Et pour un homme formé dès l'enfance à défier Rome, rien ne semble plus stimulant que la perspective de l'attaquer là où elle se croit invulnérable. Lorsque Hannibal se met en marche vers le nord, l'armée carthaginoise est animée d'une énergie nouvelle. Elle s'apprête à quitter l'Hispanie, terre désormais familière, pour s'engager dans un vaste itinéraire dont peu connaissent réellement les dangers. Le plan, audacieux, repose sur une progression rapide et maîtrisée, et Hannibal en devient le principal moteur, constamment à l'avant, observant, évaluant, s'adaptant. La traversée des Pyrénées constitue la première étape symbolique et concrète de cette ascension vers l'inconnu. Les montagnes, bien que moins redoutables que les Alpes, ne sont pas exemptes de périls. Les tribus qui les habitent, jalouses de leur liberté, observent avec suspicion cette formidable colonne venue du sud. Hannibal comprend que la force brute serait contre-productive. Il privilégie la diplomatie, use de cadeaux, de promesses et, parfois de fermeté pour convaincre les clans pyrénéens de laisser passer l'armée. Il rencontre certains chefs, écoute leurs revendications et accepte même de modifier légèrement son itinéraire pour éviter d'empiéter sur des zones sacrées. Cette capacité à lire les hommes lui permet de limiter les affrontements. Toutefois, quelques groupes refusent toute forme d'accord et optent pour des embuscades. Hannibal réagit rapidement, envoie ses éclaireurs sécuriser les crêtes et organise un système de défense mobile qui protège efficacement le convoi. Chaque attaque ennemie se transforme en une leçon tactique, rappelant à l'armée que rien ne doit être laissé au hasard. La traversée des Pyrénées entraîne des pertes, non seulement en hommes, mais aussi en matériel. Certains soldats ibères, réticents à quitter leur terre natale, désertent avant d'entrer dans les montagnes. Hannibal, loin de paniquer, considère ce phénomène avec pragmatisme. Il préfère partir en campagne, avec des troupes motivées, plutôt qu'avec des soldats qui risqueraient de rompre la discipline au premier revers. Il accepte donc ces départs comme un ajustement naturel et recentre la cohésion autour des contingents les plus loyaux. L'armée se resserre, gagne en compacité et se prépare mentalement aux épreuves qui l'attendent. Une fois les Pyrénées franchies, la progression continue le long du territoire gaulois. Là encore, les tribus locales deviennent des acteurs essentiels de la campagne. Certaines, fascinées par la puissance carthaginoise, voient en Hannibal un allié potentiel contre Rome, dont l'influence grandit dangereusement dans la région. D'autres, en revanche, redoutent l'arrivée d'une armée étrangère et se montrent prêtes à défendre leurs terres. Hannibal se montre particulièrement habile dans ses négociations. Il envoie des émissaires, explique ses intentions, promet de respecter les terres et offre même une part du butin futur à ceux qui accepteront de collaborer. Une fois encore, la diplomatie réduit les risques de confrontation directe. Cependant, plusieurs tribus gauloises, surtout dans les zones les plus accidentées, s'attaquent aux colonnes carthaginoises depuis les hauteurs. Les attaques surprises se multiplient et ralentissent la marche. Hannibal, au lieu de s'emporter, analyse ces incidents pour mieux s'adapter au terrain. Il ordonne à ses troupes de progresser en formation plus étendue, renforçant les ailes pour éviter les encerclements. Il crée aussi des détachements légers, chargés de sécuriser chaque ravin, chaque colline, chaque passage dangereux. Cette flexibilité impressionne même les officiers expérimentés et montre combien l'intelligence du terrain peut compenser les difficultés logistiques. Pendant ce temps, les problèmes d'approvisionnement deviennent de plus en plus pressants. La longue colonne doit être nourrie quotidiennement et les ressources disponibles dans les villages traversés ne suffisent pas toujours. Hannibal gère cette situation en répartissant équitablement les vivres et en organisant des expéditions ciblées pour trouver nourriture, fourrage et bétail. Les éléphants, symbole redoutable de l'armée carthaginoise, nécessitent une quantité impressionnante de ressources. Leur présence constitue un défi considérable, mais aussi un outil psychologique puissant. Les Gaulois, souvent impressionnés par ces animaux gigantesques, hésitent à engager des combats ouverts. Hannibal utilise cette réaction à son avantage, positionnant les éléphants de manière à renforcer son aura et à intimider les groupes hostiles. Les fleuves gaulois représentent une autre série d'obstacles délicats. Le Rhône, en particulier, se dresse comme une barrière naturelle imposante. Le franchissement du fleuve exige une organisation méticuleuse.
Hannibal commande la construction de radeaux et de barges improvisées, utilisant tout ce que les environs peuvent offrir, bois, cordages, matériaux récupérés dans les villages. Il supervise les opérations avec un sens aigu du détail, testant la solidité des structures, assurant la protection des ingénieurs et anticipant les possibles interventions ennemies. Des tribus gauloises hostiles tentent effectivement de bloquer le passage, mais Hannibal organise une diversion astucieuse. Il envoie un détachement traverser discrètement le fleuve en amont, surprend les assaillants par derrière et sécurise ainsi la rive opposée. Grâce à cette manœuvre, l'armée franchit le fleuve dans un ordre remarquable, consolidant la confiance des troupes en leur chef. En progressant toujours vers le nord, Hannibal sait que les difficultés vont s'amplifier. Les conditions climatiques se modifient, les journées deviennent plus courtes, les nuits plus froides. Il observe attentivement le comportement des Gaulois, analysant leurs relations, leurs rivalités, leur manière de s'organiser. Il comprend que les alliances avec certains clans peuvent ouvrir des voies plus sûres à travers les vallées et les plateaux. Hannibal multiplie donc les accords, obtenant parfois des guides, parfois des ravitaillements, parfois simplement la promesse de ne pas être attaqué. Chaque pacte lui permet d'avancer un peu plus profondément dans un territoire immense et potentiellement hostile. Ce qui frappe dans cette progression, c'est la capacité d'Hannibal à maintenir la cohésion de son armée malgré les obstacles constants. La fatigue, la distance, les pertes, les embuscades et les privations pourraient aisément décourager des troupes si diverses. Mais Hannibal se montre présent quotidiennement. Il encourage, conseille, écoute. Il punit les fautes sévèrement, mais récompense aussi la bravoure. Sa force morale devient un pilier essentiel de la campagne. L'armée, voyant son chef affronter les mêmes dangers qu'elle, adopte une résilience hors du commun. Chaque difficulté surmontée devient un ciment supplémentaire qui renforce la solidarité interne. Ainsi, quand l'armée atteint enfin les contreforts des Alpes, elle n'est plus une simple force étrangère traversant des régions inconnues. Elle est devenue un véritable corps unifié, forgé par l'adversité, la discipline et le leadership d'Hannibal. Les montagnes qui se dressent désormais devant eux représentent un défi monumental, peut-être le plus audacieux jamais entrepris par une armée antique. Mais Hannibal sait que chaque obstacle franchi rapproche son rêve d'infliger à Rome une défaite retentissante là où elle se croit intouchable. La haute chaîne alpine se dressait comme un mur de pierre et de glace, imposant, presque irréel, mais Hannibal ne voyait pas une frontière infranchissable. Il y discernait un passage, même s'il devait être arraché centimètre par centimètre. L'armée carthaginoise, déjà éprouvée par les combats, les trahisons locales et les difficultés des marches précédentes, levait les yeux vers ces sommets enneigés avec un mélange de crainte, de résignation et de foi en leur commandant. La montée commença dans un silence presque solennel. Peu d'hommes, parmi ceux qui le suivaient, avaient un jour imaginé affronter de telles altitudes. L'air se faisait plus froid, les sentiers plus étroits, les gouffres plus menaçants, et pourtant Hannibal avançait en tête, traçant la route comme s'il percevait un chemin que personne d'autre ne devinait encore. Les premières journées furent un choc brutal. Les pentes glissantes forcèrent les éléphants à progresser lentement, parfois retenus par des équipes entières pour éviter qu'un faux pas ne les précipite dans les ravins. Les soldats, eux, devaient briser la neige durcie pour dégager un passage, tandis que des éclaireurs tentaient d'anticiper les zones les plus instables. Les roches, chauffées par le soleil puis saisies par le froid, éclataient soudainement, envoyant des débris dévaler la montagne, et chaque fracas résonnait comme un avertissement. Mais Hannibal ne laissait rien au hasard. Il faisait rouvrir des passages anciens, réorganisait les colonnes pour éviter que les unités fatiguées ne ralentissent l'ensemble, distribuait le peu de vivres disponibles avec une équité stricte, conscient que la discipline serait leur seul rempart contre la désintégration. Si les éléments étaient hostiles, les hommes aussi pouvaient l'être. Certaines tribus montagnardes, d'abord, conciliantes, attendaient que les Carthaginois s'enfoncent plus profondément dans des gorges étroites pour les attaquer. Hannibal apprit rapidement à reconnaître les zones où une embuscade semblait inévitable. Il installait alors des campements fortifiés, forçait les habitants à négocier ou menait des raids préventifs qui, même s'ils semblaient durs, évitaient des pertes catastrophiques au cœur de tunnels naturels ou de corniches fragiles. À chaque coup porté par ces montagnards, insaisissables, Hannibal répondait en protégeant les plus vulnérables de ses hommes, ce qui renforçait une cohésion déjà exceptionnelle. Ses soldats voyaient en lui non un maître sévère,
mais un guide audacieux et résolu, prêt à partager leurs souffrances et à leur montrer que chaque difficulté était surmontable. Les températures plongèrent lorsque l'armée atteignit les altitudes les plus élevées. Les vents, violents et constants, coupèrent la peau comme des lames. Les torches s'éteignaient sous les rafales. La neige aveuglait les éclaireurs. Les pas s'enfonçaient dans une poudre glacée qu'aucun animal ne pouvait traverser sans peine. Les hommes mouraient parfois simplement de froid pendant leur sommeil, malgré les feux entretenus sans relâche, tandis que d'autres glissaient sur des plaques de verglas dissimulées et disparaissaient au fond des précipices. Hannibal lui-même faillit être emporté par un éboulement en inspectant un passage étroit, mais il se releva couvert de poussière, refusant de laisser l'événement entamer le moral de ses troupes. Pour franchir certains tronçons, il fallut des efforts presque inimaginables. Devant des falaises abruptes où la pente semblait défier toute tentative de progression, Hannibal fit abattre des arbres pour créer des plateformes temporaires. Des ingénieurs construisirent des rampes de fortune, renforcées par des pierres et des poutres, afin de permettre aux éléphants et aux chariots de passer. Mais le moment le plus célèbre survint lorsqu'il fallut briser une paroi rocheuse qui obstruait totalement le passage. Les ingénieurs, sur ces ordres, chauffèrent à la roche avec d'immenses feux, puis y versèrent du vinaigre, ce qui, combiné au choc thermique, fragilisa la pierre. Les soldats purent alors la réduire en fragments à coups d'outils. Ce procédé n'était peut-être pas utilisé exactement comme le décriraient plus tard certains historiens, mais il symbolise parfaitement à l'ingéniosité d'Hannibal, la capacité à transformer l'environnement lui-même en outil. Lorsque l'armée atteignit enfin les crêtes, la vue sur les vallées italiennes fut un moment de soulagement et de vertige. L'air était toujours glacial, mais la perspective de redescendre vers une terre plus clémente redonnait de l'énergie. Hannibal aurait pu s'accorder une pause, mais il savait qu'un séjour prolongé dans les hauteurs serait fatal. Il réunit ses soldats et leur parla d'un ton calme, mais déterminé. La descente, disait-il, serait dangereuse, mais une fois qu'ils auraient mis pied dans les plaines, l'Italie leur appartiendrait presque. Ce discours, transmis par les chroniqueurs, marque l'un des rares instants où l'on perçoit Hannibal tentant de soulager la fatigue de ses hommes, non par un ordre mais par une vision d'avenir. La descente fut, comme il l'avait anticipé, encore plus meurtrière que la montée. Les pentes verglacées faisaient déraper les animaux, les mules chargées de vivres perdaient l'équilibre et s'écrasaient plus bas, et les soldats devaient parfois se retenir les uns aux autres pour éviter de glisser. Mais contrairement aux jours précédents, ils sentaient la fin de l'épreuve approcher, et cette certitude les poussait à tenir bon. À mesure qu'ils perdèrent de l'altitude, l'air devenait plus respirable, les pierres plus stables et la neige moins omniprésente. Après des semaines de souffrance, ils atteignirent enfin les contreforts italiens, transformés, amaigris mais debout. On estime que près de la moitié des hommes partis d'Ibérie n'avaient pas survécu à la traversée. Les éléphants eux-mêmes, pourtant robustes, avaient payé un lourd tribut. Pourtant, même affaiblis, l'armée qui surgit des Alpes impressionna les populations du nord de l'Italie. Personne ne croyait possible qu'une force étrangère puisse franchir ce massif en une seule campagne. Cet exploit devint immédiatement un récit fondateur, presque légendaire, et renforça encore l'image d'Hannibal en chef intrépide, capable de transformer les limites humaines en simples défis stratégiques. Il venait de réaliser ce que Rome jugeait inconcevable. Désormais, l'Italie s'ouvrait devant lui, et la guerre allait entrer dans une nouvelle dimension. L'ombre des Alpes restait derrière, mais l'écho de leur traversée continuerait de résonner à travers les siècles, comme un témoignage éclatant de sa volonté inflexible. Lorsque l'armée carthaginoise déboucha des reliefs alpins pour atteindre les plaines du nord de l'Italie, Rome ne mesurait pas encore l'ampleur du danger qui fondait sur elle. Les sénateurs savaient qu'Hannibal approchait, mais aucun n'imaginait que ces hommes aient pu traverser vivants ce gouffre gelé qui séparait deux mondes. Les premiers rapports d'éclaireurs, parlant d'étrangers accompagnés d'éléphants, furent accueillis avec une incrédulité mêlée de stupeur. Pourtant, face à cette menace émergente, la République réagit avec son efficacité habituelle. 2 consuls prirent en main les légions, pressés d'écraser cet ennemi qu'ils pensaient encore affaibli par son périple. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était l'état d'esprit d'Hannibal et la fraîcheur tactique qu'il apportait sur un théâtre de guerre où Rome avait l'habitude d'imposer son rythme. Le premier affrontement eut lieu sur les rives du Tessin. Hannibal, conscient de la supériorité de sa cavalerie, l'utilisa comme fer de lance. Les Romains, eux, surestimèrent leur propre force d'infanterie,
persuadés qu'aucune armée étrangère ne pouvait contester leur méthode disciplinée. Hannibal profita de cette arrogance. Il positionna sa cavalerie numide sur les ailes, capable de harceler l'adversaire avec une mobilité déconcertante, tandis que ses cavaliers ibères frappaient là où la ligne romaine se fissurait. Le consul Publius Cornelius Scipion fut grièvement blessé, et les Romains durent battre en retraite avec précipitation. La victoire fut tactiquement modeste, mais psychologiquement immense. Rome venait de découvrir un adversaire qui ne respectait ni ses habitudes, ni sa logique, ni ses certitudes. Ce premier revers obligea Rome à revoir ses plans, mais la République refusa d'admettre la gravité de la situation. Elle envoya une nouvelle armée, bien plus nombreuse, pour barrer la route sud à Hannibal. L'affrontement se produisit près de la rivière Trebia, en plein hiver. Hannibal observa immédiatement un élément que les Romains négligèrent, le froid mordant, la faim qui rongeait les soldats, la pluie glacée qui transformait le terrain en piège boueux. Il força son adversaire à combattre dans des conditions qu'il avait lui-même choisies. Ses troupes, nourries et réchauffées, attendaient depuis l'aube, tandis que les légions romaines traversèrent la rivière glacée avant d'engager la bataille, déjà transie et épuisée. La tactique d'Hannibal, ici encore, surprit totalement son ennemi. Il plaça sa puissante cavalerie sur les flancs, sa solide infanterie au centre et cacha un détachement dans les roseaux au bord de la rivière, mené par son frère Magon. Lorsque les Romains s'enfoncèrent dans le dispositif, croyant affronter un front carthaginois traditionnel, Magon surgit dans leur dos. Pris en tenaille, incapables de se réorganiser dans ce terrain glissant, les légionnaires s'effondrèrent sous la pression. La déroute fut sévère. Sur ce champ de bataille noyé par la pluie hivernale, Rome comprit qu'elle faisait face à un stratège qui voyait ce que personne ne voyait. L'instant propice, la faiblesse dissimulée, l'angle mort tactique qui retournerait le combat. Après ces deux défaites, une inquiétude diffuse gagna Rome. Les sénateurs prirent des décisions plus prudentes, même si une partie de l'élite continuait de penser qu'Hannibal n'était qu'un opportuniste. Mais celui-ci avançait, méthodique, patient, décidant du tempo comme un joueur d'échecs qui ne se laisse jamais entraîner dans la frénésie de l'adversaire. Ses yeux se tournaient désormais vers un lac brumeux, entouré de collines, le lac Trasimène. Il y trouva un terrain idéal pour une embuscade gigantesque qui deviendrait l'une des plus célèbres de l'histoire. Son plan reposait sur un principe simple, contrôler totalement le paysage et l'utiliser comme une arme. Il positionna ses troupes dans les collines, dissimulées par la brume matinale. L'infanterie lourde se tenait prête à barrer la route, la cavalerie attendait pour frapper sur les côtés, et ses troupes légères étaient réparties dans les hauteurs, hors de vue. Lorsque le consul Flaminius, confiant, fit avancer son armée le long du lac, sans envoyer de reconnaissance, Hannibal lança le signal. En quelques minutes, les légions, coincées entre l'eau et les pentes invisibles, furent attaquées sur toute leur longueur. Le choc fut soudain si complet, que les Romains ne purent même pas déployer leur formation. La bataille devint un piège mortel. Le brouillard amplifiait la confusion. Les cris se mêlaient aux échos qui résonnaient contre les collines, et beaucoup de soldats romains, paniqués, coururent vers le lac en espérant y trouver une issue. Certains s'y noyèrent, d'autres furent coupés du reste de leur armée et encerclés. En quelques heures, une légion entière avait cessé d'exister. Le consul Flaminius fut tué, et la République se retrouva face à un désastre militaire d'une ampleur qu'elle n'avait pas connue depuis des générations. Ce qui rendait Hannibal si redoutable n'était pas seulement la qualité de ses troupes, ni la diversité de ses contingents, c'était sa capacité à lire l'esprit romain, à anticiper ses réactions, à comprendre que Rome, sûre de ses méthodes, se comporterait toujours avec une prévisibilité exploitable. Là où les généraux romains cherchèrent la bataille, décisive frontale, fidèle à leur doctrine, Hannibal cherchait l'asymétrie, le mouvement imprévisible, la faille morale plus encore que la faille physique. À mesure qu'il enchaînait les victoires, une aura d'invincibilité commença à l'entourer. Les peuples italiens soumis ou hésitants voyaient en lui un libérateur potentiel. Certains commencèrent à se rallier, d'autres, terrorisés par la colère romaine, restèrent dans l'attente. Mais tous comprirent qu'un nouveau type de guerre venait de naître. Une guerre où Rome n'était plus la force irrésistible qu'elle prétendait être. Une guerre où un seul homme, à la tête d'une coalition hétéroclite, pouvait bouleverser l'ordre méditerranéen. Rome, elle, entrait dans une phase de doute. Les légions n'étaient plus capables d'arrêter Hannibal,
Les consuls se succédaient dans l'incertitude, et la population, secouée par les funérailles répétées des soldats tombés dans le nord, commençait à craindre que les portes de la ville ne s'ouvrent un jour sur l'envahisseur carthaginois. Hannibal ne se contentait plus de remporter des batailles, il minait l'assurance même qui constituait la force de la République. Chaque victoire consolidait un peu plus le mythe de ce général venu de l'autre rive de la Méditerranée, qui semblait défier les dieux et les hommes. Mais le sommet de sa gloire, celui qui anéantirait presque toute opposition romaine, ne tarderait plus. Avant cela, toutefois, son ombre continuait de grandir, et l'Italie apprenait à craindre un nom qui résonnait désormais comme une tempête, Hannibal Barca. Après les désastres successifs du Tessin, de la Trébie et du lac Trasimène, Rome se trouvait au bord d'une crise profonde. Pourtant, fidèle à sa nature orgueilleuse, la République refusa l'idée même de négocier. Au contraire, elle mobilisa toutes ses ressources pour former une armée gigantesque, persuadée qu'une démonstration de force brute suffirait à écraser Hannibal. Cette décision, empreinte de fierté autant que de panique, allait offrir au général carthaginois l'occasion de signer l'un des plus grands chefs-d'œuvre tactiques de l'histoire militaire. La bataille de Cannes deviendrait l'illustration parfaite de son génie, la preuve ultime qu'il comprenait Rome mieux que Rome ne se comprenait elle-même. Le lieu choisi par les Romains près de la petite ville de Cannes semblait, à première vue, leur offrir l'avantage. Le terrain était plat, dégagé, idéal pour déployer la masse impressionnante de leurs légions. Leur plan était simple, utiliser leur supériorité numérique écrasante pour écraser le centre carthaginois comme un bélier. Avec près de 80 000 hommes, ils comptaient submerger l'ennemi et mettre un terme définitif à la campagne d'Hannibal. Mais ce terrain qu'ils croyaient fait pour eux nourrissait en réalité l'idée précise d'une manœuvre que le général carthaginois préparait depuis des mois, transformer leurs forces en piège. Hannibal plaça son armée en arc, avec un centre volontairement affaibli, qui avançait légèrement vers les Romains, formant une sorte de ventre convexe. À ses ailes, il déploya ses meilleures troupes, les Africains lourdement armés, disciplinés et expérimentés, venus d'unités qui avaient résisté aux pires épreuves depuis l'Espagne. Chaque élément de sa formation avait un rôle précis, et la vision d'ensemble formait un dessin stratégique que les Romains, sans le savoir, allaient compléter eux-mêmes. En face, le commandement romain était divisé entre deux consuls alternant le commandement, mais le jour de Cannes, c'est celui qui croyait le plus en la force brute qui dirigea. Il lança la masse compacte de ses légionnaires droit vers le centre carthaginois, persuadé qu'Hannibal ne pourrait résister à une telle pression. Le combat s'engagea rapidement. Le centre carthaginois, composé principalement de Gaulois et d'Espagnols, céda volontairement du terrain. Ce recul n'était pas la marque d'une faiblesse, mais un élément clé du plan. Il devait absorber la charge, plier sans se rompre, attirer toujours plus profondément la masse romaine. À mesure que cette partie de la ligne reculait, la formation initialement bombée d'Hannibal s'aplatissait, puis devenait concave, enveloppant progressivement l'avant romain. Les légions, serrées à l'extrême par leur propre densité, perdaient toute capacité de manœuvre. Elles avançaient, mais sans aucun espace, incapables de déployer efficacement leurs armes ou de pivoter pour évaluer la position réelle de l'ennemi. C'est alors que les ailes carthaginoises commencèrent à se refermer. Les Africains, restés en position sur les flancs, pivotèrent pour attaquer les Romains sur les côtés. Leur mouvement, parfaitement synchronisé, transforma l'encerclement partiel en étau complet. Les légionnaires, pris par surprise, tentèrent de se réorganiser, mais l'espace manquait. Les ordres se perdaient, les officiers ne pouvaient plus circuler, et la cohue faisait obstacle à toute réaction cohérente. Les soldats romains comprirent trop tard qu'ils étaient piégés dans une nasse soigneusement conçue. Puis vint l'achèvement du cercle. La cavalerie numide, après avoir mis en déroute les cavaliers romains, revint frapper l'arrière de la masse romaine, fermant complètement l'encerclement. Ce moment, souvent représenté dans les traités militaires, devint le modèle du double, enveloppement parfait. Enfermé de tous côtés, écrasé par sa propre densité, privé d'air et de manœuvre, le cœur de l'armée romaine succomba lentement dans un carnage presque mécanique. La bataille dura des heures, non parce que Rome résistait, mais parce que sa foule compacte prolongeait sa propre agonie. Les pertes furent colossales. Certains auteurs anciens parlent de 50 000 morts du côté romain, d'autres plus, d'autres un peu moins, mais tous s'accordent sur une chose. Jamais,
Auparavant, Rome n'avait subi une catastrophe d'une telle ampleur en un seul jour. La classe politique fut décimée, les élites frappées de plein fouet, et les plaines de Cannes se couvrirent de cadavres que les survivants, hébétés, ne pouvaient même plus compter. En quelques heures, Hannibal avait anéanti l'équivalent d'une génération entière de soldats romains. Il n'avait pas seulement infligé une défaite, il avait redéfini ce que pouvait être une victoire totale. Après Cannes, le prestige d'Hannibal atteignit un sommet inégalé. Les peuples italiens, jusque-là hésitants, commencèrent à se rallier à lui. Capoue, l'une des villes les plus importantes de la péninsule, se plaça sous sa protection. D'autres cités du sud firent de même. Aux yeux de beaucoup, Rome apparaissait désormais vulnérable, presque vaincue, et certains pensèrent que sa chute n'était plus qu'une question de temps. L'image d'Hannibal se transforma. Il n'était plus seulement un général brillant, mais un conquérant capable de renverser la puissance la plus solide du monde méditerranéen. Rome, pourtant, refusa de s'effondrer. La panique, immense, frôla la paralysie, mais la République trouva encore la force de survivre. Des rites religieux furent instaurés pour apaiser les dieux, des lois d'urgence furent votées, et un homme, Fabius Maximus, devint l'incarnation du refus obstiné de capituler. Il fallut redéfinir la stratégie, accepter une guerre d'usure et de patience. Après Cannes, Rome comprit qu'elle ne pouvait plus affronter Hannibal selon ses propres règles, et cette prise de conscience allait modeler la suite du conflit. Hannibal, de son côté, se retrouva face à un paradoxe. Il avait remporté la plus grande victoire de sa carrière, mais celle-ci n'avait pas provoqué l'effondrement romain qu'il espérait. Il manquait de renforts, de machines de siège, de ressources suffisantes pour marcher directement sur Rome. Son triomphe éclatant, bien qu'inégalé, n'était pas le coup fatal. La campagne entrait dans une nouvelle phase, où la patience s'imposerait. Cannes resterait néanmoins le sommet de son génie, un exemple éternel de la manière dont un esprit audacieux peut dominer un colosse sûr de lui. Après la tempête de Cannes, l'Italie semblait prête à basculer. Les légions romaines avaient été décimées, une grande partie de l'aristocratie politique avait disparu dans la poussière du champ de bataille, et l'invincibilité romaine, soigneusement entretenue depuis des générations, venait de s'effondrer en quelques heures. Pourtant, au moment même où la victoire d'Hannibal paraissait appeler une conclusion logique, la chute de Rome, commença une période bien différente, faite de lenteur, de tensions internes, d'occasions manquées et d'une guerre d'usure pour laquelle Carthage n'était pas préparée. Les années qui suivirent Cannes montrent un Hannibal toujours brillant, mais entravé par les réalités matérielles, diplomatiques et stratégiques d'un conflit devenu interminable. La première grande conséquence de Cannes fut l'afflux d'alliés potentiels. Des cités du sud de l'Italie, lassées de la domination romaine, commencèrent à se tourner vers Hannibal. Capoue, deuxième ville de la péninsule, choisit de l'accueillir, espérant que son soutien inverserait le rapport de force. Dans le nord et le centre, certains peuples gaulois ou italiques lui offrirent leur appui, convaincus que le moment de rompre leurs liens avec Rome était enfin venu. Mais cet enthousiasme restait limité par la formidable réputation de la République et par la crainte d'éventuelles représailles. Beaucoup préféraient rester prudents, attendant de voir si Hannibal réussirait un coup final comparable à Cannes. Les alliances affluaient, mais jamais en masse suffisante pour assurer à Hannibal une emprise décisive sur la péninsule. L'autre grande difficulté était le ravitaillement. Le général carthaginois n'avait pas apporté avec lui un train logistique comparable à celui des armées romaines, et il dépendait largement des contributions locales. Or, plus il avançait, plus il s'éloignait de ses bases de soutien, et moins les régions qu'il traversait pouvaient offrir des ressources durables. La guerre prolongée ruinait les campagnes, dispersait les populations, asséchait les entrepôts. Les éléphants avaient presque tous disparu, les chevaux manquaient, et même certaines unités d'élite commençaient à ressentir la fatigue d'une campagne qui s'étirait au-delà de toute prévision initiale. C'est dans ce contexte qu'apparut le plus redoutable adversaire d'Hannibal, non un brillant général romain cherchant la confrontation directe, mais un stratège patient et rusé, Fabius Maximus, surnommé plus tard Cunctator, le temporisateur. Fabius comprit quelque chose que peu de Romains avaient accepté jusque-là. Affronter Hannibal en bataille rangée était un suicide. Plutôt que de se laisser aspirer dans ses pièges tactiques, il développa une stratégie inverse, faite d'ombre et de recul, visant à étouffer lentement l'armée carthaginoise en la privant d'occasion de frapper. Il évitait les engagements, harcelait les arrières,
coupait les lignes de ravitaillement, surveillait les mouvements adverses comme un faucon immobile dans le ciel. Sa méthode, parfois décriée à Rome comme lâche ou indigne, allait se révéler l'une des plus efficaces jamais employées contre Hannibal. Pour le général carthaginois, cette nouvelle posture romaine était un défi inédit. Il n'y avait plus de bataille décisive où il pouvait appliquer son génie. À la place, il se trouvait confronté à une forme de résistance diffuse, insaisissable, qui n'offrait aucune faiblesse claire à exploiter. À plusieurs reprises, il tenta de provoquer les Romains, multipliant les mouvements audacieux pour les attirer, mais Fabius restait inébranlable. Cet immobilisme stratégique, frustrant pour Hannibal, s'avérait pourtant d'une logique implacable. Plus le temps passait, plus la supériorité démographique, économique et logistique de Rome reprenait son poids. Malgré les obstacles, Hannibal demeurait actif. Il changeait de campement régulièrement, parcourait la péninsule, tentait de rallier les cités et de maintenir la cohésion de son armée. Ses troupes l'admiraient toujours. Il partageait leurs privations, prenait soin des blessés, punissait durement les pillages excessifs pour éviter de s'aliéner les populations locales. Il restait charismatique, assuré, convaincu que la chance finirait par tourner. Pourtant, chaque année creusait davantage le fossé entre son ambition et ses moyens réels. L'une des plus grandes frustrations d'Hannibal fut l'absence de renforts massifs venus de Carthage. Il avait espéré que son succès en Italie encouragerait le Sénat carthaginois à lui envoyer des troupes fraîches et de l'argent. Mais les dirigeants de Carthage, divisés entre factions rivales, se montraient réticents à investir davantage dans une guerre lointaine, coûteuse et incertaine. Certains estimaient qu'Hannibal avait déjà assez de moyens, d'autres pensaient que l'effort principal devait se concentrer sur la défense de l'Espagne et de l'Afrique. Cette hésitation stratégique allait être fatale, pendant que Rome réorganisait méthodiquement son armée, consolidait ses alliances et reconstruisait sa confiance. Hannibal restait isolé, obligé de faire durer des forces qui s'amenuisaient. Les années passaient. Le prestige d'Hannibal, immense après Cannes, demeurait intact parmi ses hommes et auprès de certains alliés, mais son influence commençait lentement à s'éroder. Les cités italiennes qui avaient hésité continuaient à attendre le moment décisif qui ne venait pas. Rome, de son côté, renforçait ses garnisons, punissait sévèrement les défections et appliquait la stratégie de l'étranglement. Chaque village reprenait confiance. Chaque route sécurisée rendait la vie plus difficile aux troupes carthaginoises. Hannibal ne restait pas immobile. Il tentait régulièrement d'imposer des coups inattendus, des marches rapides, des attaques soudaines. Mais ses adversaires avaient désormais appris. Les généraux romains, formés par les désastres précédents, avaient compris que la précipitation leur serait fatale. Ils adoptaient des postures plus prudentes, acceptaient de perdre du terrain à court terme, mais évitaient soigneusement la confrontation frontale. À mesure que Rome s'adaptait, l'effet de surprise d'Hannibal diminuait. Même si ses forces s'usaient, sa réputation restait telle qu'aucun général romain n'osait l'affronter franchement. Il incarnait toujours la peur, l'intelligence, la ruse, la menace venue d'ailleurs. Mais dans l'ombre, Rome gagnait du terrain, non par un éclat soudain, mais par une succession de petites victoires logistiques, politiques et économiques. L'Italie, peu à peu, cessait d'être le terrain de chasse libre d'Hannibal. La période qui s'étire entre Cannes et les dernières années de sa campagne italienne constitue un lent étouffement, presque imperceptible au jour le jour, mais implacable à l'échelle des années. Hannibal tenait encore admirablement, mais la guerre avait cessé d'être un théâtre où il imposait les règles. Désormais, il devait survivre à celles que Rome dictait. Lorsque les années de campagne en Italie s'étiraient sans apporter à Carthage l'avantage décisif espéré, Rome, elle, se transformait peu à peu. Les revers accumulés avaient forgé une nouvelle génération de commandants déterminés à renverser la situation. Parmi eux émergeait un jeune général d'un talent remarquable, Publius Cornelius Scipion, futur Scipion l'Africain. Ayant observé avec acuité les méthodes d'Hannibal, ayant survécu aux premiers affrontements et mûri pendant les années sombres, il comprit que pour vaincre l'ennemi carthaginois, il fallait cesser de courir derrière lui en Italie. La clé se trouvait ailleurs. Il fallait frapper Carthage au cœur. Ce renversement stratégique marquait un moment décisif. Rome, longtemps sur la défensive, décidait désormais de déplacer la guerre sur un terrain qui obligerait Carthage à agir. Scipion se tourna d'abord vers l'Hispanie, un territoire essentiel pour les ressources carthaginoises et le vivier de troupes que Hannibal avait utilisé pour constituer l'essentiel de son armée.
Sa campagne fut menée avec une audace calculée, tirant parti des divisions internes entre les chefs carthaginois et de la lassitude des populations locales. En quelques années, il parvint à défaire les forces puniques, isolant ainsi Hannibal de sa base logistique la plus solide. La progression romaine en Hispanie eut un impact immédiat sur la situation politique à Carthage. La confiance, autrefois inébranlable dans la supériorité militaire d'Hannibal, se fissurait. Les rivalités internes ressurgissaient. Les élites se querellaient pour déterminer comment réagir. Certains voulaient renforcer l'armée d'Hannibal, d'autres prônaient un repli stratégique, et d'autres encore cherchaient simplement à préserver leurs privilèges sans se soucier réellement de l'issue de la guerre. Pendant que Carthage s'empêtrait dans ses tensions, Scipion préparait son coup décisif. Il obtint du Sénat romain, non sans débat, le commandement d'une expédition en Afrique, persuadé que seule une attaque directe forcerait Carthage à rappeler Hannibal. Son intuition se révéla juste, l'armée carthaginoise, menacée dans sa propre patrie, n'avait pas d'autre choix que de rappeler le général qui électrisait l'Europe depuis plus de 15 ans. C'était un tournant amer pour Hannibal. Après tant d'efforts en Italie, après avoir parcouru des milliers de kilomètres, survécu à des affrontements titanesques, forgé un mythe vivant, il devait abandonner le terrain qu'il connaissait, les alliances qu'il avait patiemment bâties et les adversaires qu'il avait appris à anticiper. Son retour à Carthage fut empreint de gravité. Il retrouvait une cité affaiblie, anxieuse et divisée. Les ressources s'épuisaient, les alliés hésitaient, les dirigeants tergiversaient. Hannibal comprenait que la bataille à venir se ferait dans des conditions bien différentes de celles qu'il avait connues. Pourtant, il n'était pas homme à renoncer. Même face à une situation défavorable, il réalisa une réorganisation rapide, levant de nouvelles troupes, mobilisant cavalerie, fantassins libyens, mercenaires, et la redoutable cavalerie numide, ou du moins ce qu'il en restait, car une grande partie avait déjà basculé du côté romain grâce à la diplomatie habile de Scipion. Les deux génies militaires se retrouvaient enfin face à face. Chacun avait étudié l'autre, chacun comprenait les forces et faiblesses adverses. Là où Hannibal excellait dans la surprise, la mobilité, la lecture instinctive du champ de bataille, Scipion se distinguait par sa capacité à apprendre, à imiter puis dépasser les tactiques de ses ennemis. La bataille de Zama se construisait déjà comme un choc entre deux visions de la guerre. Dans les plaines d'Afrique, les armées se déployèrent avec une solennité tendue. Hannibal alignait ses éléphants en première ligne, espérant reproduire l'effet psychologique qui avait tant déstabilisé les troupes romaines dans les premières années de la guerre. Mais Scipion, loin d'être pris au dépourvu, avait prévu des couloirs pour les laisser passer ou les canaliser, réduisant l'impact de ces mastodontes avant même que l'affrontement réel ne commence. Les premières charges furent violentes, mais la discipline romaine, désormais aguerrie, tenait bon. Hannibal engagea ensuite ses troupes les plus solides, celles qui avaient en fait leurs preuves, sur d'innombrables champs de bataille. La lutte fut intense, mais la cavalerie numide, passée du côté romain, revint frapper les arrières carthaginois au moment critique. L'étau se refermait, rappelant tragiquement les encerclements qu'Hannibal avait lui-même orchestrés autrefois. Sa défaite n'était pas simplement militaire, elle résultait d'un ensemble de facteurs, l'épuisement de ses forces, la supériorité diplomatique de Scipion, les divisions internes à Carthage, l'évolution stratégique de Rome et le bouleversement des alliances locales. À Zama, Hannibal affrontait non seulement une armée romaine transformée, mais aussi l'écho affaibli de son propre passé, celui d'un commandant jadis irrésistible, désormais isolé. Lorsque la bataille prit fin, l'issue de la guerre était scellée. Carthage dut accepter des conditions humiliantes, la perte de sa flotte, l'interdiction de mener une guerre sans l'autorisation de Rome et le paiement d'un tribut écrasant. Pour Hannibal, ce fut un moment de lucidité douloureuse. Il avait porté Carthage à son apogée militaire, puis assisté à son effondrement. Il savait que l'avenir de sa cité ne lui appartenait plus vraiment. Pourtant, même vaincu, il conservait une aura intacte. Même ses adversaires reconnaissaient qu'ils avaient affronté l'un des plus grands stratèges de l'histoire. La défaite de Zama n'avait pas mis fin à la vie d'Hannibal, seulement à une étape de son parcours. Contrairement à d'autres généraux vaincus qui disparaissaient aussitôt dans l'ombre ou l'exil, il rentra à Carthage avec la volonté de servir sa cité autrement. Ses compatriotes, loin de le tenir pour responsable de la catastrophe, le considéraient encore comme l'homme le plus capable de défendre leurs intérêts dans cette nouvelle ère dominée par Rome.
Ainsi, malgré les restrictions imposées par le traité, il fut rapidement placé à la tête de la vie politique carthaginoise, devenant suffète, une fonction qui, jusque-là, avait été davantage honorifique que réellement exécutive. Hannibal transforma aussitôt ce rôle en véritable moteur de réforme. Conscient que l'avenir de Carthage dépendait désormais de sa capacité à se renouveler, il entreprit de bouleverser les structures économiques et administratives. Il s'en prit aux puissantes familles, qui avaient longtemps manipulé les finances de la cité à leur avantage, imposa des mécanismes de contrôle stricts sur la corruption et réorganisa la collecte des impôts. Grâce à ces mesures, Carthage parvint à acquitter une partie importante du lourd tribut imposé par Rome en un temps bien plus court que prévu. Cette efficacité souleva l'inquiétude des élites carthaginoises compromises, mais aussi celle du Sénat romain, qui voyait d'un très mauvais œil le retour d'un Hannibal populaire, réformateur, et capable de redresser une cité pourtant humiliée. Rome agissait alors non par la force des armes, mais par la pression diplomatique. Des accusations furent portées contre Hannibal par ses ennemis politiques, prétendant qu'il correspondait secrètement avec les souverains séleucides. Bien que ces allégations fussent sans fondement, suffisant pour justifier une intervention, elles suffirent à créer un climat de méfiance et de tension. Hannibal comprit que rester à Carthage revenait à mettre sa cité en danger. Fidèle à son sens du devoir, il choisit l'exil pour empêcher Rome d'avoir un prétexte à imposer de nouvelles sanctions. Commence alors une existence errante, mais loin d'être passive. Hannibal, même privé de commandement direct, devenait un conseiller militaire recherché, un stratège dont la réputation traversait les frontières. Sa première destination fut la cour du roi Antiochos III en Syrie. Ce monarque ambitionnait de restaurer la grandeur de son empire face à Rome et voyait dans l'arrivée d'Hannibal une chance inestimable. Le Carthaginois proposa des plans audacieux, notamment une attaque concertée mêlant forces navales et terrestres, mais les réticences, les intrigues de cour et le manque de cohérence stratégique empêchèrent ces recommandations d'être pleinement adoptées. Malgré son génie, il ne parvint pas à infléchir les décisions du roi, et les campagnes d'Antiochos se soldèrent par un échec. Après la défaite des Séleucides, Rome exigea qu'Hannibal lui soit livré. Refusant de devenir un trophée politique, il s'enfuit une nouvelle fois, trouvant refuge auprès d'autres souverains qui admiraient son expertise. Il séjourna ainsi à la cour du roi Prusia Ier de Bithynie, un petit royaume du nord de l'Anatolie. Même là, il ne renonça pas à affaiblir Rome par tous les moyens possibles. Son esprit d'invention trouva de nouvelles applications. Il conçut notamment des stratagèmes navals ingénieux, dont un célèbre piège incendiaire, utilisant des jarres remplies de serpents venimeux lancés sur les navires ennemis. Ces épisodes montrent que son génie ne se limitait pas au commandement des armées, mais s'étendait à une véritable pensée de la guerre totale, intégrant psychologie, technologie et surprise. Pourtant, Rome continuait à le poursuivre avec une ténacité implacable. Sa simple existence suffisait à alimenter les craintes. Tant qu'Hannibal vivait, il représentait la possibilité d'une revanche carthaginoise ou d'un soulèvement des monarchies orientales. Le Carthaginois, désormais vieillissant mais toujours lucide, comprit qu'il était devenu un symbole plus qu'un acteur. Ses dernières années furent une lutte silencieuse contre l'inéluctable, un combat pour préserver sa liberté face à un empire qui ne connaissait pas le repos. Lorsque les envoyés romains approchèrent une nouvelle fois pour exiger son extradition, il fit le choix ultime, préférer la mort à la capture. Selon la tradition la plus répandue, il s'empoisonna, emportant avec lui ce qui restait de son indépendance. Son geste, loin d'être un acte de désespoir, se voulait une affirmation de dignité. Sa disparition ne mit pas fin à son influence. Bien au contraire, elle inaugura une longue postérité où son nom, son audace et sa vision continuèrent à nourrir l'imagination des stratèges. Son approche de la guerre, combinant mobilité, flexibilité tactique, exploitation du terrain, compréhension des cultures locales et capacité à anticiper la psychologie adverse, inspira de nombreux commandants, de Rome jusqu'aux généraux modernes. Les historiens militaires soulignent qu'Hannibal fut l'un des premiers à penser la guerre comme un système global, intégrant logistique, alliance, diplomatie, renseignement et communication. Son héritage dépasse toutefois la seule stratégie. Il incarne la résistance obstinée face à un adversaire écrasant, la capacité d'un homme à influencer le cours de l'histoire par son audace et la fragilité des destins individuels face aux mécanismes géopolitiques. Rome elle-même, victorieuse,
ne chercha jamais à effacer son souvenir. Polybe, Tite-Live et d'autres historiens antiques lui accordèrent un respect rare, reconnaissant sa grandeur même en relatant ses défaites. Plus tard, de Napoléon à Wellington, de Clausewitz à Schlieffen, son nom devint un modèle, une référence incontournable dans l'étude de la stratégie militaire. À travers les siècles, Hannibal apparaît ainsi comme une figure double, celle d'un héros tragique et celle d'un génie incomparable. Il perdit la guerre, mais gagna l'éternité. Ses exploits continuent d'être enseignés, discutés, admirés. La traversée des Alpes, Cannes, son audace politique et militaire forment un héritage qui défie le temps. Aujourd'hui encore, son nom évoque l'ingéniosité, la persévérance et la volonté farouche de ne jamais plier face à l'adversité. Hannibal Barca demeure un monument de l'histoire, un symbole de ce que peut accomplir un esprit résolu, même lorsqu'il se dresse contre une puissance qui semblait invincible.